Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, à l'heure actuelle, je suis pas très content, ça doit être très bruyant. Je pense que vous ne m'entendez pas. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Là, j'étais en direction de mon garden tour. Donc chez mes premiers clients, mon premier jardin que j'ai réalisé. Et personnellement, cette soirée va se finir en garage tour pour moi. Voilà, j'ai... ça me fait rire, c'est nerveux. Hein. J'ai embouti le camion, je suis un peu blasé. J'ai perdu un œil, la map monde sur le pare-choc est en relief, c'est génial. Le radiateur qui fuit, bref, je pense que j'ai gagné la boîte de jeu. Mais bon, je vais pas déprimer plus que ça. Moi et Bibiche allons bien. Et heureusement, j'ai tapé dans une voiture, les gens étaient adorables. Ça fait du bien de tomber sur des bonnes personnes. Donc voilà, je vais donc tourner mon garden tour demain ou après-demain. Mais bien entendu pour vous, vous allez l'avoir dans un instant, juste après un petit générique. En attendant, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Je pense que c'est tout ce que vous pouvez faire pour me donner un peu de force. Des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et puis bah voilà, on se retrouve juste après, pas avec la voiture, pas avec le camion du coup, mais je serai de bonne humeur et ça, c'est le principal. Ça y est la team, du coup je viens d'arriver tout juste sur le chantier Méditerranée, chantier que je pense vous avez vu et revu puisque c'était ma première vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube, enfin ma chaîne YouTube. Voilà, donc là je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Petite précision, le tronc de la Dicksonia antarctica, donc la fougère arborescente qui se trouve juste derrière moi et qui était plantée donc en arrière-plan dans l'angle du mur, a malheureusement crevé dès la première année car les clients n'étaient pas là quand il a gelé et n'ont donc pas pu la protéger. Et comme elle venait juste d'être plantée, elle n'a pas eu le temps de bien s'intégrer. Voilà, je préfère être totalement transparent avec vous avant qu'il y ait des commentaires négatifs. Faire un petit tour du propriétaire 3 ans après parce que ça fait déjà 3 étés que le projet est fait et après je vous fais un petit descriptif. Donc voilà grosso modo le projet 3 ans après. Donc comme vous pouvez le voir, ça a vraiment bien poussé. L'olivier il est devenu juste magnifique. En plus je l'ai taillé là, au mois d'avril et là il est vraiment il devient vraiment bien formé. Il fait une belle boule, pas trop compacte. Et tout le jardin en soi a vraiment super bien pris. Là c'est pareil, les cordylines elles ont grave poussé. C'est vraiment impressionnant, ils font presque 3 mètres de haut. J'essaierai d'ailleurs de vous mettre en arrière-plan des petites vidéos et photos de ce que c'était quand je les ai plantés. Voilà, donc là je vais commencer par ici à vous faire un petit tour. L'avantage c'est que c'est pas très grand, donc ça devrait être relativement rapide. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord tous les végétaux et après on parlera des matériaux que j'ai posés. Donc ici, on a un Phornium Tenax pourpre. Normalement, il est vraiment rouge bordeaux, mais là, il est plus sur des bases de verte. Alors c'est un peu bizarre, soit c'est par rapport à l'exposition, je ne sais pas. Ceci dit, il se porte plutôt très bien parce qu'il a quand même bien poussé. Ici, on a une petite agapante. Voilà, bon là c'est la fin de saison, on est fin août, forcément les floraisons sont terminées. Donc voilà, ici on a une très belle cordyline. Je me souviens quand je l'ai plantée, je la trouvais canon et là elle a encore poussé. Elle est super bien faite, c'est à dire qu'elle part sur un tronc et directement à 1 mètre du sol elle se divise en 4. Et l'avantage c'est qu'elle a vraiment pas beaucoup poussé, ce qui fait que je veux pas qu'elle monte trop et elle a l'air de monter tout doucement, contrairement aux cordylines qui se trouvent juste là-bas qui elles ont décollé. Donc faut pas trop chercher à comprendre avec la nature. Donc voilà, une magnifique cordyline australis
Donc ça c'est pareil en résistance, c'est ce que je dis souvent sur mes garden tours puisque j'en mets relativement souvent. C'est super résistant, que ce soit au froid ou au chaud, ça supporte l'humidité, ça supporte la sécheresse. Enfin c'est vraiment ça s'adapte vraiment dans beaucoup d'endroits, que ce soit même au soleil ou à l'ombre. Donc voilà une plante que j'adore, Cordyline australis comme je vous ai dit. Pour en revenir sur le laurier rose, les lauriers roses sont un petit peu plus fragiles. Alors encore une fois c'est pareil, il y a des variétés plus fragiles que d'autres. Moi je sais que chez mes parents c'est des variétés non gélives. Dans le commerce on trouve beaucoup de variétés qui sont gélives, donc c'est très compliqué à les différencier forcément. Après faut avoir le coup de peau je pense. Donc voilà, donc ça c'est un laurier rose blanc, enfin blanc rosé. Celui-ci c'est un laurier rose rose pour le coup. Donc celui-là on peut voir qu'il a vraiment beaucoup mieux poussé que l'autre. Et bon là j'ai essayé de dégager le tronc parce qu'en fait je voudrais qu'il devienne un petit peu, je voudrais qu'il monte un peu mais pas qu'il soit trop garni du bas pour qu'on puisse facilement le contrôler et qu'il n'ait pas trop de branches, parce que c'est vrai que l'inconvénient des petits jardins c'est que quand on met des plantes, bah forcément toutes les plantes grossissent, il y a très peu de plantes qui restent petites je dirais, mais après pour réussir à les maîtriser, enfin faut les suivre et c'est vrai que sur certains végétaux, je vais éviter que ça fasse trop compact. Donc voilà, les lauriers roses, je les ai un peu dégarnis du bas. Encore ici une petite agapante. Là on a une variété de pins. Alors le problème c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo je me souviens pas de la variété, mais je vous mettrai la variété juste en bas ici pour ceux que ça intéresse. Voilà, faut que je recherche dans mes factures, je devrais retrouver son nom latin, mais je veux pas vous dire de bêtises. Juste derrière on a un très beau, enfin très beau, là encore une fois il a fait très chaud cet été, donc il a commencé un peu à jaunir parce qu'il manque un peu d'eau, mais c'est un jasmin, Trachylospermum jasminoide. C'est juste une plante que j'adore, feuillage très luxuriant, floraison super odorante. Bon là il n'y a plus la floraison forcément, on est en fin de saison encore une fois, mais mes plantes que j'adore vraiment, plantes grimpantes qu'on peut laisser aussi des fois sur le sol ramper si vous avez des talus ou tout ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà, exposition ça bien au soleil principalement si vous voulez avoir de la floraison. Là on peut pas le louper forcément, on a un magnifique olivier. Alors le nom de latin de l'olivier c'est Olea europea je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bah, il est juste ouf. En fait, à la base du projet, on était censé mettre cet olivier qui était en train de végéter dans un pot. Bah, il végète toujours dans un pot d'ailleurs, mais un plus gros pot. Et à la base sur le devis, j'avais prévu de l'incruster ici. Et c'est vrai que quand j'ai fait le projet, je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais faire un super beau jardin. Il va y avoir un olivier qui fait tache en plein milieu. Surtout que bah il était en train de végéter et quand les oliviers végètent, généralement c'est très compliqué pour vraiment qu'ils repartent. Donc du coup ça m'a pris sur un coup de tête. J'étais chez un de mes fournisseurs. Alors il n'était pas très garni quand je l'ai planté, mais en fait il y a le tronc, je sais pas si vous voyez comment il est fait, il est un petit peu en Z et c'est ça qui m'a vraiment plu parce que je me suis dit qu'il irait parfaitement bien juste en face de la baie vitrée, de la porte-fenêtre plutôt, du salon. Et c'est vraiment le tronc qui m'a plu. Après je savais qu'au niveau du feuillage il allait se refaire. C'est vrai que quand je l'ai planté il n'avait pas grand chose et c'est impressionnant sincèrement quand on voit 2 ans après, je pense que je vous mettrai une photo juste ici, non 3 ans après comment qu'il a poussé. C'est vraiment, et encore je l'ai bien taillé parce que sinon il serait encore plus haut, mais voilà, il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit tu vas voir il va crever ton olivier, et ben non, désolé les haters. Juste ici, dans les rochers, à plusieurs endroits, j'ai mis des petits carex, donc c'est des graminées en fait. Je crois que c'est la variété carex, enfin carex c'est le nom de la plante et c'est la variété Evergold. Donc voilà, il est jaune et vert. Bon là encore une fois, on est en fin de saison, donc il est un peu séché, mais ça c'est plutôt pratique pour mettre, pour combler les trous et là où il n'y a pas trop de terre, ça pousse toujours relativement facilement. Il y a cette plante aussi que j'adore, mais il faut que je demande à mon fournisseur son nom parce qu'actuellement je ne connais pas son nom. Encore une fois je vous mettrai son nom actuellement juste en bas. C'est une petite plante grasse en fait et j'avais peur que ça gèle et en fait ça a super bien pris. Ça fait un petit peu penser aux plantes qu'on trouve en Espagne, dans les rochers, enfin dans le sud de la France et ou dans les pays chauds. Bref, vous m'avez compris. Et je pensais pas que ça tiendrait. Et en fait, ça a tenu super bien. J'en ai mis aussi une. Je sais pas où elle est. Elle est juste ici. Et il y en a une autre quelque part. Hop. Voilà, juste ici. Et bon, vraiment, ça ressemble pas à grand chose. Encore une fois, en plus là, elle est en fin de floraison. On voit, elle est en train
de fleurir sur encore quelques branches, mais voilà, toutes les inflorescences elles sont grillées, donc forcément c'est pas très beau là, mais le style avec les rochers et tout, ça fait vraiment très méditerranéen désertique, j'adore. Sinon bon, là je tourne en fait autour de l'olivier parce que sincèrement ça reste la pièce maîtresse du jardin. J'essaie toujours de mettre une pièce maîtresse, là pour le coup c'est l'olivier. Il faut savoir qu'en fait je l'ai même pas planté, c'est à dire que j'ai fait tout, on le voit très rapidement dans ma vidéo de transformation. D'ailleurs je mettrai la vidéo de transformation pour ceux qui ne l'ont pas vue dans la description. Et en fait quand je l'ai planté, je l'ai fait passer par-dessus le mur, enfin bon bref, ça a été une histoire, je vous explique même pas, et je l'ai même pas planté, c'est à dire que je l'ai pris sur le niveau du sol, je l'ai posé sur le sol, je l'ai dépoté, et je suis venu tout simplement monter les pierres quasiment sur la motte, et j'ai comblé avec de la terre, et voilà, bah, il a super bien pris quoi, c'est ça qui est ouf. Comme quoi on a tendance à vouloir trop bien s'occuper ou trop bien faire, et la plupart du temps quand on bâcle les choses, et bah c'est là que ça reprend le mieux. Ici donc on a une autre variété de Pinus, voilà, c'est un petit Pinus mugo relativement commun, voilà, on en voit partout dans la garrigue et dans le sud, dans les ambiances méditerranéennes si je peux dire. Donc le but c'était vraiment de reproduire un petit peu les paysages du sud. Donc voilà, un petit Pinus coincé entre deux rochers, ça fait plutôt canon je trouve. Bon là le soleil commence à se coucher malheureusement, mais quand il y a le soleil qui tape dedans c'est super joli. Et encore une fois vous voyez, là j'ai fait en sorte de le dégarnir pour vraiment laisser les branches apparaître. Je trouve que ça donne beaucoup plus de charme qu'une simple touffe verte quoi. Juste ici on a quoi? On a un petit Cycas revoluta. Alors celui-là il est ouf parce qu'en fait pendant 2 ans il était en train de crever, il poussait pas du tout, enfin je lui donnais pas cher de sa peau, et c'est vrai que bah il était il est tout jeune en fait, on voit le pied est vraiment tout frêle, et dès le premier hiver il a gelé, donc je m'étais dit oh là là il va pas donner grand chose, et bah voilà, surprise de la nature, cette année il a fait 2 couronnes de feuilles. C'est-à-dire qu'en plus cette année il a fait très chaud, donc forcément ça l'a boosté je pense. Mais voilà, 2 petites couronnes de feuilles, donc là il est bien reparti, et ça s'annonce bien pour l'avenir. Pour continuer ici on a un énorme phornium. Alors pour tout vous dire, je l'ai échangé l'année dernière parce qu'il avait crevé l'ancien. Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain il a crevé. Alors je sais pas si c'est un chat qui a pissé dessus ou je sais pas, mais du coup je l'ai échangé, et là il est simplement devenu énorme, encore plus gros que l'autre en l'espace d'1 an. Le problème c'est que bon, ça a tendance quand même à assez grossir, donc encore une fois il faut les maîtriser. Il faut vraiment bien les entretenir au fur et à mesure, sinon on s'en sort plus, après c'est fini. Donc il faut vraiment bien les nettoyer et couper les feuilles sèches au cœur, et le plus ras possible tout en bas, parce que sinon après ça fait un vrai tas de branches sèches, ça ressemble un peu aux herbes de la pampa, et c'est vraiment pas très esthétique quand c'est pas entretenu. Donc voilà, Phornium, Tenax, encore une fois ça résiste très bien, que ça soit au froid, au chaud, à l'humidité, à la sécheresse. C'est vraiment des plantes qui s'adaptent super bien chez nous. C'est pour ça qu'aussi on en trouve beaucoup plus que certaines plantes, parce que c'est un peu des valeurs sûres pour des régions qui restent comme chez nous relativement froides, enfin avec des hivers froids et souvent humides. Ici on a un magnifique Butia capitata, que je dise pas de bêtises. Alors ça c'est un palmier, bon en vrai je pense que quand il va vraiment, alors il a commencé à décoller, je sais pas si vous voyez, il fait des feuilles, là il a une énorme lance qui est en train de sortir, je vous explique même pas. Et ça bah, je pense vraiment que quand il va grossir, par contre il risque de devenir énorme, donc il a très rapidement intérêt à monter pour pas nous embêter. Mais là il est vraiment super beau. Ça, pareil, c'est un des palmiers qui résiste vraiment super bien, qu'on peut mettre en isolé ou en massif. Donc on peut mettre ça en plein milieu d'une pelouse, c'est super joli quand on a des grands jardins. Et ça monte relativement haut, ça met beaucoup de temps à pousser. C'est aussi son avantage, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas quand les palmiers sont dégarnis, que ça fait qu'un tronc. L'avantage c'est quoi là, celui-là il prend vraiment son temps pour monter, et ça résiste super bien à la chaleur, super bien au froid. Je crois qu'on est sur du -15, -15 quelque chose comme ça. Et ce qui est plutôt cool, c'est que quand on veut une ambiance un peu méditerranéenne je dirais, et bah celui-là il a ce feuillage un peu bleuté qui donne un petit peu cette ambiance méditerranéenne. Je me répète, c'est pas très logique. Juste derrière on a un petit
Pittosporum Taubira nana. Donc ça c'est un petit arbuste que je mets relativement souvent parce qu'il a une petite en fait il a un feuillage, je trouve, qui va aussi bien dans des ambiances exotiques que des ambiances méditerranéennes, et ça fait de la floraison blanche, à pas confondre avec l'oranger du Mexique. Ça se ressemble relativement beaucoup, et celui-là c'est la variété nana, c'est-à-dire qu'il y a une autre variété qui est arbustive et qui pousse beaucoup plus, et là le but c'était vraiment de combler le trou en fait, donc voilà, et d'apporter un peu de végétal, sachant qu'après une fois que le tronc va pousser il n'y aura plus rien au pied, donc le but c'était vraiment d'apporter un petit peu de verdure. Et à son pied on a aussi encore une fois un pin, un petit Pinus nain, mais encore une fois je ne connais pas la variété, à moins qu'il y ait encore l'étiquette, mais ça m'étonnerait. Donc je vous mettrai encore une fois, vous allez me prendre pour une quiche en reconnaisseur de plantes, mais voilà, je ne connais pas tout, et je connaîtrai jamais tout de toute façon, mais je vous mettrai son nom latin encore une fois juste ici pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, un petit Pinus nain qui fait bien son boulot entre deux petits rochers, comme ça donne un air plutôt naturel, plutôt sympa. Et ici encore une fois on en revient sur les cordylines. Alors en fait c'était, il y avait une cordyline en CP de tronc que j'ai planté, et j'en ai planté une toute seule plus loin pour faire un 3 troncs, et enfin pour faire une mini forêt je dirais, et quand je les ai plantées elles étaient toutes petites, et là en l'espace de 3 ans, je sais pas si vous voyez, mais genre moi je dois arriver à peu près à ce niveau là, et elle a vraiment explosé. L'avantage c'est que ça se maîtrise relativement bien je trouve, parce qu'en fait quand on veut pas que ça coupe plus haut, bah, il suffit de couper la tête. Alors certes c'est moche un an, mais des nouvelles têtes en fait comme ça. Hop, là par exemple on voit il y a eu une inflorescence, et bah, il y a une nouvelle tête qui est sortie. Là c'est pareil, je sais pas si on voit, mais il y a eu une inflorescence ici. Donc quand je dis inflorescence c'est une fleur pour ceux qui ne me comprennent pas. Et une fois que la fleur elle est sortie, bah après ça se divise, donc là c'est parti en 2 têtes. Donc après ça va faire 2 têtes qui vont refleurir, qui referont 2 têtes. Donc voilà, c'est comme ça que ça se divise, et c'est comme ça que ça marche. Mais par exemple si je voulais, si je la trouve trop haute, le jour où elle monte trop, bah je peux carrément la couper à ce niveau là, un peu comme les yucca d'intérieur pour ceux qui voient ce que c'est. Et en fait elle va refaire plein de petits, ce qui fait que c'est moche un an, mais ça se gère plutôt bien en hauteur comparé à ce qu'on pourrait croire à première vue. Et juste ici, on va pas t'oublier mon petit, j'ai mis un petit ophiopogon. C'est une petite graminée au feuillage noir, vraiment, ou pourpre, enfin ouais non, plutôt ça tire plutôt sur les noirs. Et voilà, c'est plutôt joli. Ça, donc là en fait il y a de la bâche en dessous, donc il s'étend pas trop parce qu'il est un peu serré dans le trou que je lui ai fait. Mais si vous le plantez en pleine terre, vous allez voir qu'il va un peu drageonner comme le bambou, en 10 fois, enfin 1000 fois moins pire je dirais, mais et du coup après c'est comme ça que ça s'étoffe, et ça fait en fait vraiment des tapis ou des nuages, des nuages comme ça, c'est plutôt joli. Voilou, et maintenant on va passer, maintenant on va passer sur les matériaux que j'ai utilisés, parce que je sais que j'ai relativement souvent des questions sur la clôture, sur la terrasse, donc bah voilà, je vais vous expliquer ça. C'est très gênant parce que je suis en train de parler, il y a des voisins qui m'entendent, ils doivent se dire oh là là, c'est qui ce mec qui parle tout seul de plantes. Bref. Donc concernant la clôture, on me l'a énormément demandé. Il y en a même qui ont refait les mêmes clôtures. Alors vous me direz, j'ai rien inventé, hein, elle existait déjà. Moi je l'ai un petit peu fait à ma sauce sur ce chantier là, mais voilà, après on peut utiliser un petit peu les matériaux qu'on veut, les types de bois qu'on veut. Moi personnellement pour cette transformation, ce jardin là, j'ai utilisé alors c'était du bois autoclave classe 4 mais traité brun. En fait je sais pas si vous voyez, mais souvent quand vous achetez du bois autoclave qui est traité, forcément le traitement en fait qui donne a une couleur un petit peu verdâtre qui est vraiment pas beau, et moi je voulais absolument éviter ça. Donc du coup j'ai pris un traitement autoclave brun, exactement comme d'ailleurs les clôtures que je peux poser sur d'autres chantiers qui sont grises. C'est juste le traitement en fait qui est différent, enfin de teintes différentes, si j'ai bien compris ce que m'a dit les fournisseurs, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais si j'ai bien compris, c'est le procédé qui est utilisé. Donc voilà, j'en reviens à la clôture. Je disais qu'elle avait été traitée autoclave couleur brun. Alors là forcément 3 ans après elle a commencé à perdre sa couleur. Là elle tire plus sur le bois clair
limite bois flotté, mais tout s'est harmonisé et c'est ça qui est plutôt cool. Et en fait c'est des planches de terrasse à la base que j'ai simplement mise à la verticale et que je suis venu fixer sur toute une structure toujours en bois autoclave. De toute façon, pour ceux qui veulent voir comment j'ai réalisé toute la clôture, vous pourrez toujours regarder la vidéo transformation. On voit plutôt bien comment j'ai fait. Et le seul petit inconvénient, et à la fois c'est pas non plus super gênant, c'est que comme c'est des lames de terrasse, elles ne se clipsent pas les unes entre les autres, ce qui fait que exactement comme une terrasse, l'été ça sèche, le bois se rétracte et forcément ça laisse apparaître des jours, et l'hiver avec la flotte, le bois va gonfler et du coup les espaces vont se resserrer. Ça on peut pas faire grand chose à part venir, si ça dérange, venir mettre en fait une autre planche peut-être plus fine par-dessus en fait sur le joint, ce qui fait que on verra pas la jonction. Concernant la terrasse, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je pose toujours que du bois exotique en terrasse. Alors voilà, je commence à avoir de plus en plus de commentaires sur pourquoi ce choix de terrasse, parce que bon, ça reste du bois exotique qui vient forcément souvent de très loin. Moi je préfère opter pour cette espèce de bois pour plusieurs raisons. D'une, parce que forcément sa longévité dans le temps, là on parle en dizaines d'années, enfin ça peut durer jusqu'à 40-50 ans si elle est vraiment bien entretenue. Et il y en a qui me diront que le pin, s'il est traité, il peut durer tout aussi longtemps, mais c'est absolument pas vrai. Pour en avoir vu des terrasses qui sont entretenues, au bout de 10 ans une terrasse en pin elle s'abîme et elle est vite en fin de vie. Donc voilà l'une des raisons pourquoi je mets souvent du bois exotique, parce que voilà, les terrasses c'est un gros pourcentage en fait dans mes chantiers, et que le jour où on est obligé de refaire la terrasse, forcément ça va impacter sur tout le chantier. Donc je pense que c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de refaire 50 fois. Donc je préfère vraiment mettre de la qualité, mettre du prix, mais au moins on n'y revient pas à 2 fois et on n'y revient pas tous les 10 ans. Et donc là, pour info, elle est juste passée au saturateur. Donc le client passe un saturateur, je crois qu'il a dû le faire 1 ou 2 fois, parce que ça fait 3 ans, sachant que les saturateurs ça se passe une fois tous les 3-4 ans. Et donc non, je dis des bêtises, la première fois il avait passé de l'huile dessus, mais l'huile forcément ça tient vraiment pas longtemps. Et la deuxième fois il a passé un saturateur pour vraiment lui redonner sa teinte de base quand elle a été posée, voire même un peu plus marron, et au moins ça permet que voilà, ça l'entretient dans le temps, elle bouge pas. Alors après il y en a qui préfèrent quand elle est grise, il y en a qui préfèrent quand elle a sa couleur marron. Ça c'est un peu chacun son style. Moi j'ai plus tendance à aimer quand elle est grise naturellement et quand elles sont bien entretenues, mais finalement quand je vois le résultat de ce que ça donne sur ce chantier, ça me ferait presque changer d'avis sincèrement. Concernant l'électricité, je vais pas vous en parler, enfin si, plutôt je vais vous en parler. Je vais être très honnête avec vous, c'était mon premier chantier, je me suis servi chez Leroy Merlin. Désolé Leroy Merlin, mais pour le coup je vous ferai pas de la pub, enfin c'est pas vous spécialement, mais voilà, c'est du spot de chez Leroy Merlin. J'ai eu plein de problèmes avec, je les ai changés au moins 2 fois en 3 ans parce que ils font que de lâcher, enfin les transfos font que de lâcher. Donc vraiment ça, j'en ferai pas de la pub, que ce soit pour les spots de terrasse ou même les projecteurs. Je sais que c'est ce projecteur là que j'ai changé. Alors heureusement Leroy Merlin a un très bon service après-vente, ils me les ont échangés, donc un point pour vous. Mais par contre le fournisseur, non franchement pas top. Et la dernière chose sur laquelle je n'ai pas parlé, c'est les roches. Alors j'ai choisi des roches claires, toujours en fait moi je m'inspire énormément des paysages qu'on peut retrouver dans la nature, et chose que je fais toujours. Alors je dévoile un petit peu mes secrets que je ne devrais peut-être pas faire parce que ça va peut-être un peu me nuire, mais moi contrairement à ce que beaucoup font, je déteste mélanger les variétés on peut appeler ça des variétés de gravier différentes. C'est-à-dire que là tout est en calcaire. Dans la nature on trouve pas de l'ardoise avec du calcaire et du granit. Enfin voilà, c'est généralement quand vous avez un site naturel. Je disais généralement quand vous avez un site naturel, vous avez des grosses roches calcaires qui s'effritent et qui font du gravier et qui font du sable, mais tout ça dans la même variété, enfin dans la même matière si je peux dire.
trouve pas mes mots, désolé. Mais en fait, quand on veut reconstruire un petit peu des paysages naturels, faut vraiment rester dans la même variété de pierres, sinon bah forcément ça fait un effet beaucoup moins naturel. Alors après, si vous voulez un effet moderne, avec des lignes, avec des jardins très contemporains, on peut mélanger, mais là pour le coup c'était pas le but. Le but c'était vraiment d'avoir un aspect naturel. Donc en fait, je suis venu positionner des gros blocs de roches calcaires, et croyez-moi, j'en ai vraiment chié à les porter tout seul au diable, parce qu'il y a des pierres, elles pèsent au moins 80 kilos je pense. Donc en fait je suis venu positionner toutes mes grosses pierres. Après je suis venu positionner les petites pierres pour boucher les trous en quelque sorte. Le but c'était vraiment de faire comme si c'était là avant la maison. Et après par dessus je suis venu étaler du gravier calcaire pour recouvrir toute la bâche qui se trouve en dessous. Et voilà, donc là ce que j'aime bien c'est que quand on le pose, le gravier calcaire il est blanc pétant parce qu'il est frais concassé, et c'est pas forcément, enfin il y en a qui aiment bien, mais moi je trouve que c'est pas naturel. Et là on voit 2-3 ans après il a commencé à prendre la teinte, la mousse, les pierres elles commencent à piquer, donc tout commence vraiment à s'harmoniser, et je trouve que c'est là que ça vient, que ça devient vraiment le plus beau. Ça y est la team, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, lâchez un petit pouce vers le haut pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, enfin je le redis toujours dans mes vidéos, mais vous abonner et d'activer la petite cloche de notification, sachant qu'il y a de très bonnes vidéos de transformation qui arrivent très bientôt, donc vraiment soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent me suivre. J'en montre beaucoup plus de mes chantiers, surtout que là la rentrée arrive, il y a de très beaux chantiers qui vont commencer, donc n'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Ils s'affichent juste ici ou juste ici, je sais plus. Bref, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Logiquement je serai sur le chantier Bali. Donc je ferai le Garden Tour Bali, je pense qu'il est très attendu, enfin j'espère du moins. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao.